sont pas tous réceptifs. Il y a des gens qui ont beaucoup d'a priori contre le multimédia. Bon, il y a les deux. Il y a de tout. Il y a des gens qui sont hyper chauds et dès qu'ils voient un écran, ils foncent dessus. Euh, et pour caricaturer, forcément, c'est souvent les plus jeunes, mais pas que. Et puis il y a de nouveau pour caricaturer les plus âgés qui parfois sont un petit peu moins chauds, mais il y a des exceptions aussi. Et puis il y a des gens qui prennent ça comme un truc qui fait partie du paysage muséal sans plus. Euh, mais ce qui est chouette, c'est d'arriver justement à... c'est un chouette défi d'arriver à rendre le truc attractif, même pour les personnes plus âgées ou les gens qui sont un petit peu allergiques aux écrans et qui ont envie d'autre chose. À la fois, il faut se dire, on n'est pas là pour, on n'est pas là pour tout le monde et on ne doit pas nécessairement plaire à tout le monde. Et c'est important de se dire que dans la plupart des cas, les visites de musées elles peuvent se faire sans le multimédia. Il y a quelques exceptions ou des expos où vraiment, si tu n'as pas ta tablette, t'es mort parce que tout le contenu est construit autour d'une expérience mobile, par exemple. Mais sinon, dans la plupart des cas, c'est un truc qui est optionnel et qui peut tout à fait être ignoré. Et donc, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de se dire qu'on n'est pas le centre absolu du musée. On ne doit pas voler la vedette, quoi. On doit arriver à être attractif et essayer d'être attractif pour tout le monde et d'être à la portée de tout le monde, de simplifier l'interface, de rendre le truc super ergonomique, super rassurant aussi. Parce que comme c'est en général des, 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 des dispositifs que les gens vont voir une fois, utiliser une fois et puis plus jamais, il faut que ce soit ergonomique dès la première fois. Et donc ça, c'est un fameux challenge par rapport à des trucs que tu installes sur ton téléphone ou que tu rencontres souvent sur ton lieu de travail ou dans un déplacement dans une gare ou un truc comme ça. Là, tu peux te permettre de faire des choses un peu plus compliquées parce que les gens vont avoir le temps de les apprendre. Ici, dans un musée, tu dois faire un truc qui est simple au point que les gens soient directement dedans à la première utilisation. S'il y a beaucoup de multimédia dans le musée, tu peux éventuellement jouer sur le fait que tu vas construire une organisation, une ergonomie similaire à tout le multimédia de tout le musée. Comme ça, quand les gens auront fait une ou deux bornes, ben, ils seront rassurés, ils arriveront sur les suivantes, ils vont reconnaître les mêmes boutons, les mêmes contrôles, les mêmes menus au même endroit, avec la même organisation, les mêmes couleurs, les mêmes formes. Donc, ça va les rassurer aussi. Donc, il faut absolument à la fois rassurer et du coup être très accessible, très ergonomique, et en même temps ne pas voler la vedette, être discret et faire en sorte que les gens se lient au contenu et pas à ta technologie, quoi. Donc il faut faire gaffe à ne pas tomber dans le piège du gadget technologique, quoi. Ça, c'est un truc qui est souvent un risque avec justement, surtout avec des technos comme la réalité augmentée. Et c'était une des raisons pour lesquelles on était tellement content de ce projet de Mixity 183, parce que là, d'emblée, la réalité augmentée, on l'avait vu comme un outil de narration, un outil de médiation, et une manière pour les gens de se relier à la mixité bruxelloise et une manière pour le musée de leur raconter plein d'histoires de mixité. Et effectivement, les gens, en sortant, retenaient davantage les histoires qu'ils avaient vues et les initiatives de mixité et tout ce que ça avait de riche et d'intéressant à Bruxelles, plutôt que la techno de réalité augmentée qu'ils avaient utilisée, quoi. Donc, voilà, ça c'est pour l'attrait et l'attractivité de la technologie. Et puis, pour répondre à ta dernière question, est-ce que c'est plutôt visuel ou plutôt auditif? euh, Ça paraît d'un premier abord plutôt visuel. Euh, et si tu demandes aux gens ce qu'ils ont retenu, ils vont en général plutôt te parler de ce qui est visuel. Mais par contre, je me rends compte que les autres sens, l'odorat, l'audio forcément, mais même parfois d'autres, le toucher, parfois jusqu'à l'odorat et le goût, mais enfin ça c'est beaucoup plus rare. Mais en tout cas, l'ouïe certainement et le toucher dans une certaine manière, ou en tout cas la gestuelle aussi, sont vraiment des éléments importants. Et tu te rends compte que si un truc est bien fait au niveau sonore, bien réalisé, bien produit, bien mixé pour que ce soit pas trop fort, pas agressif, avec des haut-parleurs de bonne qualité, une bonne acoustique dans la pièce, les gens vont rentrer dedans, ça va parler à leur émotionnel et à leur inconscient beaucoup plus, ils vont être immergés beaucoup plus dedans. Euh,
même s'ils s'en rendent pas nécessairement compte. Mais ça va leur donner l'impression d'avoir vécu un moment de qualité, une chouette expérience. Donc, on essaye vraiment de convaincre, et c'est pas facile parce que les clients ne s'en rendent pas toujours compte à quel point ça a un impact important. On essaie de convaincre d'investir dans une bonne acoustique dans les pièces, des bons matériaux, tout ce qui absorbe les sons, du bon matériel de diffusion, des bons haut-parleurs, etc. Et du budget de production derrière aussi. Même si c'est pas le truc qui vient à l'esprit en premier. Mais pour moi, c'est vraiment super important d'essayer de tirer la couverture du côté de l'audio au maximum parce que ça va vraiment faire une différence, quoi. Et les gens vont le vivre de manière beaucoup plus intense. C'est pas pour rien que dans le cinéma, il y a des installs de son aussi incroyables, quoi. Parce que les gens là ont compris que l'expérience et l'émotion, elles passent au moins autant par l'oreille que par l'œil. Même si Et ça après, devient... tu Pardon, dis? non, 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 allez-y, allez-y. Oui. Non, non, vas-y, vas-y. Même si ça devient, entre guillemets, inconscient, il s'attache beaucoup plus au son plutôt que peut-être au visuel. Ouais, Ok. clairement. Et il filtre moins aussi. Le visuel, on a un côté un peu blasé. On est on est à l'affût de la moindre erreur, de plus en plus. On est tellement baigné par de l'infographie tout le temps. Si on voit un pixel qui clignote dans un coin ou un truc, un défaut dans l'infographie 3D, on va vite le repérer, des problèmes d'ombre, des bugs visuels, on va les voir très vite. Et dès qu'on en voit un, pouf, ça va nous sortir à fond de l'immersion. Et donc, ça demande énormément de travail pour arriver à fignoler bien le truc, faire vraiment la chasse aux pixels de travers et en 3D, mettre vraiment du budget de finition dans le rendu, dans l'éclairage, dans la qualité des textures, etc. Euh, et donc l'œil filtre et analyse beaucoup plus ce qu'il voit et se tient davantage à distance et est capable d'être plus critique. Alors que l'oreille, elle est beaucoup plus... Par l'oreille, tu as une connexion presque directe au cerveau émotionnel des gens, quoi. Sans qu'ils soient nécessairement capables de filtrer ce qu'ils entendent et de faire de faire la fine bouche ou d'être critique. Donc c'est intéressant de travailler dans les deux, évidemment. Et quand tu fais du multimédia, tu apprends à utiliser du feedback. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe et que l'utilisateur fait une action, il faut qu'il y ait une réaction du système. Mais si tu cliques sur un bouton, il ne faut pas simplement commencer à charger quelque chose, il faut qu'au moment où tu cliques, il y ait le bouton qui réagit en changeant de couleur ou en s'enfonçant ou en clignotant pour que l'utilisateur remarque tout de suite que ok, son action a bien été enregistrée. Et idéalement, il faut aussi qu'il y ait un petit peu de son euh, à chaque action, qui doit être suffisamment discret pour que tu t'en rendes pas compte, mais suffisamment présent pour que ça te donne l'impression d'avoir vraiment le contrôle du système, quoi. Et alors, dernière chose, c'est le tactile, la gestuelle. Les écrans, forcément, c'est toujours du verre assez lisse. Parfois, on peut s'amuser à faire des interfaces où on touche des objets, où on touche, on manipule des trucs physiques. Ça, c'est toujours très, très intéressant aussi. Mais sinon, simplement par la gestuelle, tu peux essayer de réfléchir à une manière de faire des gestes qui veulent dire quelque chose. Par exemple, si tu es en train de regarder des vieux grimoires, ben, plutôt que de dire que tu vas toucher une flèche page vers la gauche et une flèche page vers la droite, tu peux faire défiler avec un geste de glissement sur l'écran pour feuilleter, ou même avec une caméra Kinect, tu peux faire le geste de feuilleter dans l'espace pour euh, que le livre se feuillette, quoi. Ouais. Et puis si tu fais un interactif qui parle de peinture et où on te demande de créer une nature morte, bah, tu peux prendre un pinceau, planquer un stylet tactile à l'intérieur et dire aux gens d'aller toucher l'écran avec leur pinceau plutôt qu'avec leurs doigts. Et donc, tu peux commencer à faire des choses comme ça. Si tu mets des pots de peinture sur le côté, tu fais en sorte que les gens vont tremper leur pinceau virtuel dans des trucs où il y a des capteurs et puis qu'ils viennent sur l'écran. Donc à ce moment-là, tu fais faire aux gens un geste qui signifie quelque chose. Si tu es en train de parler de moulin ou d'éoliennes, bah, tu vas faire en sorte que les gens vont faire tourner quelque chose à l'écran ou font souffler sur un petit moulin qui va se mettre à tourner et que ça va déclencher des choses. Donc, tu peux faire comme ça en sorte qu'il y ait une gestuelle qui a un sens aussi, quoi, et qui raconte une partie de l'histoire. Et à ce moment-là, le spectateur devient aussi un petit peu un Un acteur de... acteur et il est mis en scène pour lui et même pour les autres, quoi. Les autres visiteurs
qui visite voit un type en train de faire un geste qui a quelque chose à voir. Il est en train de se battre contre un dragon, ou il est en train de tourner un globe terrestre géant, ou il est en train de souffler pour faire tourner un petit moulin. Et donc, il commence lui-même à faire partie de l'exposition presque. C'est un peu le lien entre la réalité et au final la virtualité. C'est comme quand vous expliquez avec les pots de peinture, c'est vraiment ce système d'avoir Mm. quelque chose de réel qui viendrait s'intégrer au virtuel. C'est vraiment un point très important dans ce que vous réalisez ou c'est plutôt quelque chose qui s'adapte en fonction du projet que vous avez? C'est un truc que j'aime bien, qui m'intéresse et que j'ai plaisir à retrouver quand je vais visiter un musée ou quand je regarde des exemples de réalisation sur Internet. Quand je tombe sur un truc bien foutu avec des gens qui ont imaginé un sablier ou quand tu le retournes, il se passe quelque chose à l'écran. Enfin voilà, quand c'est des mix comme ça entre des trucs tangibles, des choses que tu manipules physiquement et du multimédia, euh, c'est quelque chose que je trouve super génial en général, qui m'attire, qui m'intéresse, qui m'émeut. Il y a des gens au Canada qui avaient fait tout un système une installation qui était une promenade nocturne en forêt, qui racontait des légendes indiennes des civilisations qui habitaient dans ces forêts-là avant que les colons blancs arrivent. Euh, et alors, ils avaient imaginé plein de trucs multimédia pour raconter les histoires dans la forêt, mais ils avaient trouvé des techniques pour inclure ça dans le paysage et dans la démarche de promenade. Et donc, par exemple, tu avais un groupe de promeneurs qui partaient, et il y en avait certains qui recevaient des espèces de lanternes à porter, mais dans la lanterne, il y avait un projecteur qui de temps en temps se mettait à projeter, et donc c'était aux visiteurs à trouver un tronc d'arbre ou une plaque de rocher ou un morceau de neige sur le sol pour pouvoir orienter sa lanterne vers le truc et pouvoir du coup regarder et montrer aux autres le contenu qui sortait de sa lanterne. Mhm. Et puis, il y avait des choses qui étaient installées, planquées dans le décor, il y avait un grand arbre avec une grosse clé, comme une clé de petite automate mécanique, mais géante, quoi, qui sortait de l'écorce de l'arbre et que tu devais remonter pour déclencher des choses. Enfin, voilà, Ouais, c'est plein de chouette. trucs comme ça. Et ça, à chaque fois, ouais, je me dis, oh, génial, qu'est-ce que j'aurais aimé travailler sur un projet pareil. Donc, c'est sûr que c'est aussi quelque chose que j'essaye de pousser dans les projets. Ça ne se justifie pas tout le temps et forcément, euh, c'est ambitieux au niveau budget, ça demande pas mal de soins en production pour que ça ne tombe pas en panne trop vite. Donc il y a de la maintenance derrière aussi. Donc il faut être prudent, mais quand c'est possible, on essaie de faire en sorte qu'il y ait des trucs comme ça aussi. Ouais. Et ça permet de sortir aussi. Il y a des gens qui deviennent un peu blasés par rapport à un simple écran. Et Mhm. donc leur proposer un écran qui est intégré dans quelque chose, une tablette qui est intégrée à l'intérieur d'un livre. Tu reçois le livre à l'entrée du musée, tu l'ouvres et à l'intérieur du bouquin, tu as les pages qui sont creusées, la tablette qui est aménagée à l'intérieur, tous des trucs pour renouveler un peu le style et amener les gens à sortir de cette posture un peu blasée. Oh, encore un audio guide, encore un écran tactile.